Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la recherche scientifique en Afrique avec un dossier consacré à la propriété industrielle et technologique. En programme également de cette émission, la médiation internationale n'a pas réussi à convaincre les rebelles Touaregs au Mali de signer le pré-accord de paix. Et en Tunisie, l'enquête avance après l'attaque terroriste qui a visé ce mercredi le musée du Bardo, faisant une vingtaine de victimes. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, et puis bienvenue à mes très chères téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. La délégation de la médiation internationale qui s'est rendue ce mardi à Kidal au Mali n'a donc pas réussi à convaincre les rebelles Touaregs de signer le pré-accord de paix. De son côté, le gouvernement malien annonce qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations. Ibrahim Ndiaye. Les autorités maliennes et la communauté internationale portaient beaucoup d'espoir sur cette rencontre. L'équipe des médiateurs internationaux, sous l'égide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, était en visite ce mardi 17 mars à Kidal. Elle n'a pas réussi à convaincre les groupes rebelles de signer le pré-accord de paix. Ces derniers ont refusé de parapher encore une fois le pré-accord d'Alger pour plusieurs raisons. Ils disent, selon eux, que cet accord ne leur est pas satisfaisant. C'est-à-dire, autrement dit, que l'accord de paix paraphé par la médiation, le Mali, le gouvernement malien, ne va pas assez loin dans l'autonomie, dans le fédéralisme. Selon leur porte-parole, ils ont fait des concessions certainement, ils sont allés de l'indépendance au fédéralisme que cet accord propose la régionalisation. Donc là, l'argument que le MNLA et ses acolytes mettent en face pour ne pas signer cet accord. Ce pré-accord a été signé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Dès lors, des voix s'élèvent et s'interrogent sur le sort qui doit être réservé aux groupes armés qui refusent la main tendue de Bamako. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position difficile au nord du pays. Le terrorisme qui sévit là doit être combattu par toute la communauté internationale, l'ONU, l'OUA, les résolutions qui ont été votées aux Nations Unies pour aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale, et cela passe par la sécurisation des populations sur l'ensemble du territoire. Donc, tout groupe armé qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la paix, de la résolution pacifique de ces accords-là, s'expose alors, bord de plus, dans une lutte immédiate face contre le terrorisme, devient un ennemi de la paix, donc des groupes qu'il faut concilier désormais avec le terrorisme international, avec les terroristes. Les groupes rebelles du nord du Mali ont émis de nouvelles revendications qui, selon certains observateurs, seraient difficiles à accepter par les autorités et risquent de rendre difficile le retour de la paix dans cette partie du Mali. Daouda, est-ce que l'échec de la médiation était prévisible ? Je pense que c'était prévisible pour moi, à mon avis, parce qu'on a quand même constaté un manque de volonté de la part des groupes qui sont au nord Mali et qui négociaient avec le gouvernement malien. On se souvient quand même d'un certain nombre de manifestations au niveau de la population de Kidal, etc., vis-à-vis même des forces des Nations Unies. Et ça, je pense que quand on est délégué, responsable pour en tout cas négocier la paix, pendant qu'on négocie, on ne doit pas laisser ce désordre-là qui s'est peaufiné durant toute cette période. Donc ça, pour moi, ça témoigne déjà d'une certaine volonté de ne pas apaiser la situation. Donc pour répondre directement à votre question, oui, moi je pense que c'était prévisible. Maintenant, c'est très regrettable puisque l'État malien a quand même fait des concessions, un certain nombre de concessions, qu'il n'a pas fait pour les autres régions du Mali. L'intégrité territoriale du Mali, à mon avis, n'est pas discutable. Ça, c'est une évidence, parce que si tout le monde se met à réclamer un fédéralisme, etc., on va quand même pas s'en sortir. Donc, j'ai envie de dire tout ça pour ça, comme si on était allé faire du tourisme à Alger. On en revient avec un pré-accord soutenu par la communauté internationale. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout de suite annoncé qu'ils ne peuvent pas signer tout de suite. Il faut qu'ils aillent consulter leur base. C'est presque du jamais vu. Et d'autant plus que je pense qu'il faut aller vers la paix. C'est mieux pour tout le monde.
Alfred, est-ce qu'on est dans l'impasse aujourd'hui concernant cette crise au nord du Mali? Fanny, effectivement, on semble là être dans une sorte d'impasse, mais qui est due en fait à quoi? Au fait qu'à l'intérieur même du mouvement en général Touareg du Nord, il y a en gros deux forces qui sont en train de se combattre et qui recherchent cette légitimité politique en tant que représentant justement du nord du Mali. D'un côté, il y a les forces centrifuges et de l'autre, les forces centripètes. Les forces centrifuges, effectivement, sont dans la surenchère parce qu'elles se sentent un peu lésées ou avoir été doublées par les forces centripètes qui, elles, ont signé justement cet accord avec le gouvernement malien, reconnaissant effectivement qu'il y a eu des efforts de part et d'autre. De toute façon, dans une négociation, il y a toujours des concessions à faire et des couleuvres à avaler pour le bien de tous. Le gouvernement malien a fait des concessions, tout comme les, entre guillemets, modérés, les forces centripètes. Donc vous comprenez le fait que le gouvernement malien ne veuille plus renégocier? En tout cas pas le préaccord qui a été signé et accepté par tout le monde à Alger. Puisque ce préaccord vient après les accords de Ouagadougou. Il ne faut pas qu'on oublie toujours cet horizon-là qui existe, qui est là. Et donc, au fond, de Ouagadougou à Alger, que s'est-il passé pour qu'on en soit arrivé à ce préaccord, il a fallu effectivement tant et tant de négociations pour rapprocher les points de vue. Et donc, que les forces centrifuges qui refusent justement de signer l'accord exigent encore d'autres concessions, c'est aussi compréhensible. Mais c'est vraiment une lutte d'influence, une question de lutte de force entre les Touaregs. Daouda, est-ce qu'il y a des solutions possibles maintenant pour quand même résoudre cette crise? Est-ce que ça passe par ce point d'achoppement qui est le statut politique de cette région du Nord? Moi, je pense que il faut quand même que cette partie-là, effectivement, Alfred a raison, c'est des groupes qui s'entendent pas eux-mêmes. Et d'ailleurs, la légitimité de ces groupes peut être contestée parce que toute la population ne soutient pas non plus leur position. Donc, partant de là, je pense que il faut, on négocie pas avec des armes. S'ils veulent pas, je sais pas, le gouvernement malien ne veut plus négocier. Donc, à mon avis, c'est un peu compromis. Maintenant, il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités puisqu'ils ont encadré les négociations. Il faut que le gouvernement malien également, à défaut d'une acceptation de ce préaccord avec tout l'effort qui est fourni, j'ai bien peur qu'on doive passer maintenant à un processus de désarmement et régler le conflit, certes de façon politique, mais en arrachant les armes à ces groupes rebelles. Merci. Dans l'actualité également, c'est toujours la stupeur et l'émotion en Tunisie au lendemain de l'attaque terroriste du musée du Bardo qui a fait une vingtaine de victimes ce mercredi. Les deux assaillants ont été identifiés et ce jeudi, l'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique. Kékélia Feto. La Tunisie a vécu une journée macabre ce mercredi 18 mars. Au moins 22 personnes, dont 20 touristes étrangers, ont été tuées dans une attaque menée par deux hommes armés contre le musée du Bardo dans le quartier du Parlement à Tunis. Remontés, les observateurs condamnent fermement cet acte terroriste revendiqué par l'État islamique. Ils ont voulu frapper la culture. Le musée du Bardo est un musée qui n'appartient pas à la Tunisie seule, c'est le musée de toute l'Afrique méditerranéenne et de toute l'Afrique, puisque dans ce musée, il y a par exemple les statues de la déesse Africa du temps des Romains, qui a donné son nom au continent, qui s'appelle l'Afrique aujourd'hui. Donc il y a nos racines qui sont dans ce musée. Deuxièmement, ils ont attaqué l'endroit où il y a, juste en même temps que le musée, le temple de la démocratie tunisienne, qui est l'Assemblée nationale. Et là aussi, c'est la deuxième fois qu'on se prend à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que il y a 2 ans, notre collègue Mohamed Brahmi, député à l'Assemblée nationale constituante,
dont je faisais partie, eh bien, a été assassiné de 14 balles dans le corps, avec l'espoir pour eux d'arrêter la transition démocratique du pays. Le musée du Bardo est le plus visité de la capitale tunisienne. Près d'1 million de personnes s'y rendent chaque année. Cette attaque a voulu porter un coup dur à l'économie, principalement au tourisme tunisien, déjà en berne depuis la révolution de 2011. La troisième cible, qui est peut-être la première, c'est l'économie de la Tunisie, parce qu'en touchant et la culture et la démocratie, ils espéraient introduire du doute dans l'esprit des investisseurs, des financeurs, qu'ils soient d'ailleurs tunisiens ou amis étrangers, et puis ils ont voulu décourager les touristes qui pensaient, pour des raisons de climat, mais aussi des raisons de culture, venir en Tunisie. Ils voulaient décourager le tourisme. Mais là, ils ont échoué complètement. Le tourisme représente la première source de revenus de la Tunisie, avec 7% du PIB du pays et emploie plus de 400 000 personnes. Pour l'heure, l'enquête sur l'attaque du musée du Bardo suit son cours. La présidence tunisienne a procédé ce jeudi 19 mars à une vague d'interpellations. Alfred, l'État islamique vient de revendiquer cette attaque. Qu'est-ce que cela implique ? Ça implique effectivement que ce mouvement est en train de satelliser beaucoup de mouvements à travers le monde et en particulier en Afrique. C'est-à-dire de recruter des jeunes gens tout autour, là en l'occurrence de la Tunisie, mais en Libye en particulier. Et que ce mouvement a de plus en plus d'écho à travers le monde et à travers l'Afrique. Mais en réalité, je pense que cette revendication-là, dans le cas vraiment de la Tunisie, n'a pas de consistance véritable, puisque les mouvements islamistes extrémistes en Tunisie existaient avant l'existence de l'État islamique qui vient de revendiquer cet attentat. Qu'il y ait quelques personnes qui viennent de Libye et qui ont participé à cet attentat, c'est un fait qui est prouvé par les autorités tunisiennes. Mais ce qui est le plus important, c'est l'élan justement de solidarité et puis de révolte des Tunisiens face à cet événement. Monsef vient de le rappeler, c'est pas la première fois que la Tunisie est frappée, mais chaque fois, effectivement, le peuple se redresse comme un seul homme pour dire non à la barbarie, non à cette folie et à cet aveuglement. Et je pense que c'est le message qu'il faut véhiculer, plus que d'insister, de faire encore de la publicité à cet État islamique. Daouda, la Tunisie a-t-elle les moyens de lutter efficacement contre ces groupes terroristes, ce terrorisme qui monte en puissance ? Je ne sais pas si la Tunisie a les moyens, mais en tout cas, elle devra se donner les moyens. Ça, c'est une évidence, parce que un tel symbole qui est attaqué, c'est quasiment toute l'économie qui s'écroule. On connaît le poids du tourisme dans l'économie tunisienne. Donc, sans faire la course à l'armement, mais à mon avis, la Tunisie devrait quand même renforcer ses services de renseignement, etc. Et puis, la loi qui était en train d'être votée au même moment au Parlement antiterroriste, j'espère que cette loi va justement donner à la Tunisie les moyens de lutter efficacement contre le terrorisme, notamment l'État islamique qui prend de plus en plus de l'ampleur. Jemal Taleb, vous nous avez rejoint, bienvenue. Merci. Une première réaction par rapport à cette revendication de l'État islamique de l'attentat qui a eu lieu à Tunis hier? Non, rien par rapport à ce que mes camarades viennent de dire. Je crois, comme Alfred, que l'État islamique est devenu un label qui prend la place d'Al-Qaïda et qu'à chaque fois qu'on commet un attentat de ce type, il faut bien le rattacher à quelque chose. Cela ne veut pas dire pour autant que l'État islamique n'existe pas et que les horreurs qu'il véhicule dans le monde ne sont pas une réalité. C'est évident. Le cas spécifique de la Tunisie, là, nous avons une situation nouvelle. C'est-à-dire que c'est la première fois, en tout cas depuis que le terrorisme frappe la Tunisie, où on n'a pas de Tunisiens qui sont visés. Ça vise là des étrangers. La deuxième chose, c'est qu'il est d'une violence et d'une barbarie inégalable parce qu'il frappe des enfants. Des témoins racontent qu'on a pourchassé des enfants pour les exécuter. C'est-à-dire qu'il déshumanise l'adversaire, en tout cas putatif, probable, voulu, au point où on lui enlève
toute possibilité d'être un humain. Et c'est ça qui est nouvelle. Pour le reste, la Tunisie vient de vivre une transition démocratique absolument remarquable. Elle a un pouvoir central qui est déjà pas très fort. La démocratie, hélas, ne donne pas toujours des régimes très forts. Il y a un consensus général parce que les grandes formations politiques de Tunisie participent à la vie politique tunisienne et donc au gouvernement. Et il faut que le pays se donne les moyens, Daouda a raison, les moyens militaires, mais pas que. Des moyens aussi en général, mais aussi économiques. C'est-à-dire qu'on sait maintenant d'où sont originaires ceux qui ont commis cet acte. C'est le triangle de la misère de la Tunisie. Et je pense que le gouvernement central de Tunisie ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion générale sur donc, ces pays laissés pour compte. Ça n'est pas, encore une fois, une manière pour moi de justifier ce qu'ils ont fait par leur situation économique. Beaucoup de pays pauvres ne versent pas pour autant dans le terrorisme. Mais enfin, cette dimension-là, on ne peut quand même pas l'exclure. Pour la chose nouvelle, encore une fois, c'est que le comportement d'Ennahda qui lui a été reproché du temps où il était au pouvoir est une réalité. Là, ils se sont comportés de façon absolument convenable de mon point de vue. L'une des chances d'Ennahda, c'est d'avoir un président plutôt correct, qui a une grande dimension lui-même psychologique sur tout le monde, mais surtout qui a un comportement responsable qui aide tout le monde. Enfin, voilà, la Tunisie n'avait pas besoin de ça. Elle vient de rentrer dans une situation quasi normale après toutes ces années de difficultés. Elle avait besoin d'autre chose que de la situation qu'elle est en train de vivre actuellement. Alfred, rapidement, Gemal l'a dit, la plupart des victimes étaient des touristes étrangers. C'est un coup fatal porté au tourisme tunisien? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un coup fatal, hein, Fanny, mais je pense effectivement que dans un premier temps, on a entendu par-ci par-là, justement, des tours opérateurs annuler les voyages qui étaient prévus en Tunisie. Mais ce que j'espère effectivement, c'est qu'on ne va pas laisser triompher justement ces barbares. Il faut continuer à aller en Tunisie, c'est un beau pays et les gens sont très accueillants. Et là, effectivement, c'est une tentative de déstabiliser à la fois politiquement, mais surtout économiquement, puisqu'on sait le rôle du tourisme, comme le rappelait Daouda, dans l'économie tunisienne. C'est 7% du PIB du pays, donc c'est très important. Et je dis effectivement, il faut que les gens se disent, nous n'allons pas céder à la panique, nous n'allons pas céder à la peur, nous continuerons à aller en Tunisie pour soutenir les Tunisiens et montrer notre solidarité. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.